say, yay! Point de vue acéré sur les questions politiques et puis en même temps sur des questions très basiques de proximité pour les habitants. Et donc il y a cette articulation qui me paraît intéressante. Tout à l'heure, avant la réunion, je discutais avec des amis et les amis me faisaient la réflexion en disant curieusement en Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres pays, comme le Burkina où on parle du ballet citoyen, au Niger c'est le M5, au Sénégal c'est Y'en a marre, on sent des mobilisations citoyennes beaucoup plus fortes, mais on ne les sent pas très fortes en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu aurais une explication, une analyse sur ce fait qu'en Côte d'Ivoire, ces grandes mobilisations citoyennes n'existent pas? Merci beaucoup, je suis content d'être ici avec vous. Je suis M. Koné. Alors j'apprécie beaucoup le fait qu'on soit ici, notamment chez vous. Ma première fois de venir ici. Pas chez moi, mais on invite. Bah oui, c'est un temple assez évocateur. J'aime bien le décor et tout le reste. Et puis, je voulais savoir, pourquoi vous faites ça le jeudi? Aujourd'hui, par exemple, vous avez choisi un jeudi. Ça aurait pu être demain vendredi, et ainsi de suite. Pourquoi un jeudi? Première question, ça c'est à vous, monsieur le secrétaire. Et puis à madame, j'ai apprécié son exposé, qui a été assez complet dans ce qu'il y a à faire. Je voulais savoir juste, alors, est-ce qu'elle pourrait nous faire un historique sur la société civile de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire? Un petit historique, hein, sur... C'est intéressant parce que dans ce que vous faites, c'est bien souvent, c'est bien de faire un tour en arrière pour voir un peu ce qui s'est passé, ce que les autres ont fait avant vous. Et puis, s'il y a des points marquants qui vous intéressent, vous pouvez les relever pour que nous aussi on puisse s'en imprégner. Et puis un peu plus loin, que pensez-vous de la société civile ivoirienne? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-elle à la hauteur ou non des défis que nous avons ici en Côte d'Ivoire? Alors, moi j'étais très curieuse d'avoir une définition de la société civile ivoirienne. Je suis ivoirienne et j'habite ici depuis plus de 40 ans. Et je me demandais quel rôle elle jouait, bon, à part certaines ONG, comme on l'a dit, ou les petits groupes qui se spécialisent un petit peu tous. Or, presque chaque année, on a au mois de décembre un phénomène qui apparaît à peu près dans toutes les villes. Les lycéens et collégiens ivoiriens se soulèvent et demandent des vacances avancées, des vacances supplémentaires. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de réactions en face. On attendrait justement que la société civile, bon, les parents, les profs et autres, expliquent à nos jeunes qu'une année scolaire, ça ne se réduit pas comme ça, selon son bon plaisir. Et c'est pour ça que j'ai quelques doutes sur l'efficacité de la société civile en Côte d'Ivoire. Merci. Donc elle a fait preuve à l'occasion de se prononcer sur le 3e mandat. Mais notez aussi que pendant tout son exposé qu'elle a fait, à aucun moment je n'ai entendu le mot syndicat. Enfin bon, elle l'a peut-être dit, mais je veux dire une fois oui, mais tellement une seule fois. Alors que bon, je veux dire, ce qu'on a constaté depuis l'avènement du parti au pouvoir aujourd'hui, c'est qu'on a assisté à des détricotages de la société civile, qui était quand même un peu plus organisée avant, mais on a bien veillé à
dissoudre et surtout, on n'entend plus parler des syndicats. Et je pense que quand même, si l'activité syndicale était un peu plus importante, plus efficace, comme elle pouvait sembler l'être, en tout cas par le passé, la société civile pourrait quelque part s'appuyer un peu sur ce tissu-là. Donc ma question est celle-ci. Quels sont les rapports aujourd'hui entre la société civile et les quelques rares syndicats qui existent encore? Bon, je vous parlais du SINARES, il y a des grandes centrales, IGTCI, Dignité, SINARES, SINESI, qui n'existent pratiquement plus. Je veux dire, ça a été la force politique du parti au pouvoir aujourd'hui d'avoir réussi à anéantir, on peut dire ça, à faire taire en tout cas tous les syndicats. Et là où on disait que bon, c'était un brillant économiste et puis que c'est un piteux politicien, je crois que quand on fait le compte, oui, c'est l'inverse. Enfin bon, je dirais pas c'est l'inverse, mais on est arrivé en tout cas à une situation où la société civile se retrouve en première ligne pour des revendications comme celle que vous avez citée, celle dont vous avez fait l'objet d'ailleurs, partie de l'existence, le troisième mandat, alors qu'on aurait pu penser que quelque part ça aurait été peut-être plus l'affaire des syndicats. Donc, quel est le lien? Et puis, comment expliquez-vous que, bon, on soit dans une situation comme celle-ci, tant que ça va perdurer, c'est sûr que la société civile ne pourra pas être plus forte. Les partis politiques ne seront pas tellement plus forts non plus. Et il nous manque cette force, ce réseau syndical, qui quand même, on s'entend, avait été très puissant. C'est par lui qu'est arrivé la démocratie et le multipartisme, par exemple, en 90, on se rappelle très bien. Donc, voilà. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, contrairement au Burkina et au Sénégal ou au Mali, les masses populaires ne se mobilisent pas comme il se doit? Je pense que j'en ai parlé un peu dans mon exposé. On a un problème d'éducation politique en général. Même ceux qui sont dans les partis politiques ne savent même pas ce que c'est qu'une idéologie politique, ne savent pas ce que devrait faire un parti politique face à certaines situations. Il y a des écoles de partis qui existent sans fonctionner. Donc, la plupart des populations n'ont pas été éduquées à l'amour même de la patrie. Parce que ça, c'est un de nos problèmes en Côte d'Ivoire. On n'aime pas suffisamment notre pays pour le défendre comme il se doit. Même quand il y a un problème d'intérêt national, on se dit que c'est les autres qui vont mener la lutte. Donc, il y a un manque de culture politique, un manque de formation politique au niveau de toutes les couches qui fait qu'il n'y a pas de solidarité autour des problèmes d'intérêt national. Ça, c'est mon avis. Ensuite, l'historique de la société civile. Bon, je pense que c'est pas grave. La Côte d'Ivoire a connu le parti unique et sous le parti unique, tout était unique. On avait une seule centrale syndicale, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Et c'est à partir de 1990 que certaines organisations de la société civile, comme la LIDO, comme la FESI, se sont engagées dans le combat pour qu'il y ait le multipartisme. Et ce combat a payé. Donc moi je pense que si on veut faire un résumé de l'historique de la société civile, on dira qu'elle a quand même marqué l'histoire du pays, puisque c'est grâce à la société civile véritablement, c'est sur la société civile que l'opposition s'est appuyée en 1990 pour lutter afin que le multipartisme apparaisse. Mais après cela, la société civile a été un peu embrigadée dans des projets de développement. On l'a éloignée de la sphère politique, de sorte que la plupart des leaders
des organisations de la société civile se sont installées dans un certain confort et ont perdu véritablement la flamme de la lutte. Ça m'emmène à revenir sur votre question par rapport aux syndicats. Je suis un peu bien placée pour en parler parce que moi-même, j'étais à la base syndicaliste. Et dans le syndicalisme, face à des situations, on prend des positions. Je crois que c'est cette culture des positions-là que j'ai déportée au niveau de la société civile. Parce que quand il y a eu la crise de 2010, moi, je n'étais que syndicaliste et j'avais mon propre syndicat au sein de mon entreprise. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que face à la justice des vainqueurs, la société civile ne réagit pas, la société civile ne dit rien, ce n'est pas normal. C'est comme ça que j'ai commencé à militer au sein de la société civile générale pour essayer d'apporter une troisième voie qui, en dehors de l'opposition, essaie quand même de dire objectivement les choses. Donc, les syndicats, à mon humble avis, ne jouent plus leur rôle. Les syndicats ne jouent plus leur rôle parce que à un moment donné, on les a corrompus avec une très forte subvention. Toutes les années, maintenant, depuis environ 4-5 ans, ils ont 800 millions toutes les années. Maintenant, c'est ce qu'ils prennent pour payer leur personnel, pour mener certaines activités. Donc, en dehors du 1er mai, on n'entend plus les syndicats. C'est seulement le 1er mai que les centrales font l'effort de collecter un peu certains problèmes des travailleurs pour venir en parler, alors qu'elles savent ce qui se passe en zone industrielle, elles savent ce qui se passe avec les entreprises de sécurité. En tout cas, les travailleurs sont devenus des laissés pour compte. Et à mon humble avis, c'est parce que les syndicats sont devenus corrompus, ils n'ont plus la flamme de la lutte et c'est vraiment dommage. Et donc, nous, on n'a pas de rapport particulier avec les centrales syndicales parce qu'on se dit que, bon, il n'y a pas grand-chose à en obtenir. On analyse, on observe la vie sociale et politique, on dénonce ce qui ne va pas, on espère être suivi par la jeunesse, on essaie de sensibiliser la jeunesse sur le rôle qu'elle devrait jouer. Mais je pense que l'un des problèmes que nous avons, et la dame l'a évoqué tout à l'heure en parlant des congés anticipés, c'est que le système éducatif ivoirien s'est considérablement dégradé. Quand nous, on était à l'école, on était très respectueux de nos éducateurs, on était très soucieux d'être assidus aux cours. On était vraiment, il y a une nouvelle graine d'élèves, mais c'est vraiment pas leur faute, c'est dû au ministre de l'Éducation que nous avons eu ces 10 dernières années. Vous avez pu le constater vous-même, un ministre de l'Éducation qui ne sait même pas s'exprimer en français, un ministre de l'Éducation qui prend des décisions qui détruisent l'école. Hein. On décide par exemple qu'on ne veut plus de la dictée à l'école, alors que le niveau de langue des étudiants, des élèves n'est pas bon. Aujourd'hui, vous avez des universitaires qui ne savent même pas faire une phrase sans une faute. Hein. C'est très grave. La dictée qu'on a réinstaurée maintenant, là, on devrait même la mettre jusqu'en terminale parce que le niveau a considérablement baissé. On interdit aux éducateurs de prendre des sanctions contre les élèves. Du coup, les élèves sont libres de faire ce qu'ils veulent. Un élève même qui perturbe la classe, on ne peut même pas le mettre dehors. Bon, vous voyez que finalement, on a éduqué la jeunesse au désordre, on a éduqué la jeunesse à l'incivisme. Et donc, ce sont les résultats de cette mauvaise éducation-là qui se répercutent dans ces congés anticipés-là. Et avant même les congés anticipés, quand ça a commencé, c'était à quelques jours des congés de Noël, qui étaient en général au plus tôt le 19, sinon autour du 22 parfois. Mais là maintenant, et cette année même, c'est début décembre déjà que dans toutes les villes du pays, les élèves manifestent, mais parce qu'ils ne sont même pas conscients de pourquoi ils vont à l'école. À un moment, il y avait une émission pour les enfants qu'on appelait Wozo. Il y a un petit à qui on avait demandé ce qu'il voulait faire plus tard. Il dit, lui, il va prendre les armes pour être ministre. Parce que c'est ce modèle-là qu'on leur a vendu. C'est ce modèle-là qu'on leur a vendu. Donc, depuis
plus d'une dizaine d'années, l'environnement politique ne donne pas Enfin, ils ont détruit toutes les valeurs, donc ils ne donnent aucun modèle à la jeunesse. Malheureusement, c'est dans ça que cette jeunesse-là a grandi. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de rééduquer les jeunes. Il y a un besoin de prendre des mesures vigoureuses pour les ramener à l'ordre. Et ça, c'est une question de volonté politique. Sinon, c'est vrai que ces pratiques-là sont mauvaises, mais en réalité, ce n'est pas de leur faute. Ils ont été éduqués dans les mauvais paradigmes, donc du coup, ça se ressent dans leur comportement. Je crois que j'ai répondu à l'essentiel, non? On va prendre une deuxième série de questions. J'en ai une aussi, encore. Juste pour répondre à la question qui était posée, pourquoi jeudi? C'est parfaitement aléatoire. Ça se passe comme ça. On essaye d'avoir le Café du Monde tous les mois. Il faut réfléchir à un intervenant qui a un point de vue documenté et intéressant à dire. Je contacte l'intervenant. On se met d'accord vaguement sur une date, je m'arrange pour que ce soit en milieu de semaine, je prends mon agenda, on fixe une date, on gère, donc c'est parfaitement aléatoire. C'est le mercredi ou le jeudi en fonction des circonstances. Histoire de la société civile, et ça va être une introduction à ma question. Le concept même de société civile dans les métiers politiques, dans les métiers du développement est récent. Ça fait 20 ans. Avant, on ne parlait pas de société civile. Dans les années 80-90, on ne parlait pas de société civile. Il y avait des syndicats, il y avait un secteur associatif, et le concept société civile est arrivé en même temps que la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la société civile, tous les mots d'ordre néolibéraux de la Banque mondiale, du FMI. Parce qu'à l'époque, les ONG, il y avait des ONG. Et à l'époque, l'idéologie libérale, je prends des positions, c'était les États ont failli, adressons-nous, chute du mur de Berlin, adressons-nous à la société civile. Et ce concept est parti dans les milieux du développement en Afrique avec à toute vitesse, et maintenant on ne parle que de société civile, alors que c'est un concept complètement flou, qui n'a pas gros intérêt, et qui est en train de disparaître, qui est même de moins en moins utilisé dans les milieux académiques. Les milieux académiques n'utilisent pas le concept de société civile. Bon, tout ça pour la petite histoire. Maintenant, la question que je voulais poser, c'est justement l'intervention sur le rôle des syndicats. Et c'est vrai qu'en Afrique, quand on regarde tous les pays africains, tous, la Haute-Volta à l'époque, le renversement de la Misana, c'était les syndicats. Il y a eu un rôle des syndicats très important dans toute l'Afrique, en tout cas à l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique anglophone. Et c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres pays, le militantisme syndical, moi-même je suis ici aussi du syndicalisme, les mots d'ordre, le positionnement, la structuration de points de vue, la documentation, tout ça c'est quand même comment on pourrait dire, des pratiques syndicales. Le droit de grève, c'est quand même la spécificité du syndicat. Toutes ces pratiques, on ne les retrouve pas nécessairement ou de façon diluée dans les pratiques associatives. Et c'est vrai que c'est ce transfert de ces pratiques syndicales au secteur associatif qui est en train de se faire, mais qui se fait difficilement. Voilà, c'était plutôt un point de vue à donner. Et finalement, je n'ai pas vraiment de questions et je vous laisse la parole. Que dans le conscient et l'inconscient de chaque Ivoirien, la société politique est la toute-puissante. Et si on regarde bien, même il y a combien d'adhérents dans les partis politiques ici, c'est une toute petite société, mais et si on prend la liste électorale ivoirienne, donc ceux qui décident, ceux qui sont souverains, il y a 10 millions d'inscrits, des gens même 13 millions avec ceux qu'on a exclus. Et ces 13 millions pensent que c'est 2 ou 3 personnes qui peuvent décider à leur place. Et ça, madame, vous allez faire ce que vous voulez, ce n'est pas la faute des politiciens, c'est la faute des Ivoiriens, c'est notre faute à nous-mêmes, parce que vous allez bien voir que dans leur association, vous allez voir chaque Ivoirien ici, il est soit dans une association religieuse, soit dans une association de quartier, donc ils savent militer, ils savent très bien défendre leurs droits, on les voit très bien, mais
ça caractérise vraiment l'homme ivoirien d'être vraiment dans une situation de passivité et de croire que c'est toujours les politiciens qui doivent changer les choses. Bon, là on a parlé, la dame a parlé tout à l'heure des élèves, des congés anticipés. Mais ce n'est pas de maintenant, hein. C'est depuis 2, 3 ans, 4 ans. À Agboville, on a 40 000 élèves qui sont dans les lycées et ils sont très intelligents, ces jeunes, madame. Ils se connectent à Internet, ils regardent les buzz, ils regardent les vidéos, les DJ. Et quand on leur demande, ben vous savez, leur réponse c'est quoi? Madame, ils sont très intelligents, ces jeunes. Ils vous disent, ah, mais si les grands DG là détournent des milliards et puis on ne les juge pas là, c'est pas nous qui avons des sifflets là, ils vont venir nous faire quelque chose. Madame, voilà leur réponse. Et malheureusement, chaque pays a la jeunesse qu'elle mérite. Notre jeunesse préfère choisir cette voie-là de facilité au lieu d'aller militer, au lieu d'aller chercher à réclamer les droits. Et ce n'est pas les politiciens qui vont venir, madame, où qu'ils soient, même en France métropolitaine, si la société civile donne ce pouvoir à la société politique, mais ils feront pareil, madame. Donc c'est nous qui devons changer et c'est à nous-mêmes, c'est l'Ivoirien qui doit se remettre partout dans n'importe quelle société. Quand vous avez une société politique très forte, vous avez une société civile qui a moins de pouvoir, qui est quasi inexistante. Et nous, on préfère militer dans des associations qui s'auto-célèbrent, qui se réunissent pour danser, au lieu d'aller réclamer nos droits. Donc bravo en tout cas à vous et merci pour le travail que vous faites. D'ores et déjà, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà. Je demande. En fait, à travers ça, je voulais vous demander aussi, excusez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard, donc je n'ai pas entendu le début, mais je suppose que vous avez des associations partenaires, que vous connaissez d'autres structures aussi qui sont un peu dans la même lignée que vous. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà dit, en tout cas, c'est une question. Donc, et si peut-être les perspectives que vous voyez à travers les actions des uns et des autres, est-ce que pour vous, ça laisse quand même une marge d'espoir? Parce que ce que j'entends, moi, ça me fout tout le moral à zéro. Hein, excusez-moi. Mais... Chaque café du monde, ça fait quelque chose. Oui, c'est vrai en plus. Je vais arrêter de venir parce que là, voilà, donc est-ce que vous voyez une fenêtre de tir par laquelle on pourrait vraiment agir de façon efficace à terme? Dans combien de temps, je ne sais pas. Et voilà, et de quelle manière? En fait, ils se sont habitués à cette situation-là. Du coup, la solution, ils vont préférer la chercher à l'extérieur au lieu de la chercher, prendre les ressources internes en fait. Et c'est comme tout à l'heure, vous avez dit la Cour des droits de l'homme de l'Afrique, je crois, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que la force, en fait, la solution, elle est à l'intérieur, sauf qu'on va préférer chercher à l'extérieur, parce que ça, c'est la solution de facilité. Après, je ne dis pas qu'il n'y aura pas du sang. Dans toutes les guerres, il y a eu du sang. Dans toutes les luttes, il y a eu du sang. Et une question que j'avais, c'est ma question, c'est il n'y a pas des institutions neutres, comme le Parlement, où le président n'a pas forcément de main mise dessus. Je ne sais pas s'il y a une telle institution qui existe, ou enfin des personnes qui n'ont pas forcément de conflit d'intérêt avec le président ou avec des élus, quoi. Vraiment qui sont neutres, qu'on ne peut pas corrompre, même si c'est difficile. Mais c'est ce que je demandais. C'est ce que je demandais parce que je ne connais pas du tout le système ivoirien. Et voilà. C'est vague, hein, ça. Je dis, mais comment vous qui avez intégré cette disposition, cet état d'esprit de pouvoir revendiquer, je pense que c'est au travers de toutes les questions, toutes les interrogations, c'est de dire, mais comment nous, on peut faire pour suivre ce genre de mouvement? Vous avez dû braver certainement, vous n'êtes pas mort pour ça, hein? Donc, pourquoi oui, je suis pas déjà à un certain âge, oui, mais comment les gens n'arrivent pas à franchir le pas? On parlait des syndicats tout à l'heure. C'est pratiquement les syndicats qui ont obtenu les indépendances en Afrique. Les gens s'étaient engagés. Qu'est-ce qui a fait que cette flamme s'éteigne? Que quelqu'un d'autre n'ait pas repris sans définir les syndicats à part, les sociétés civiles à part, d'ailleurs, qui est dans le centre. Mais qu'est-ce qui a fait que dans l'esprit des gens, parce qu'on aura beau accuser les politiciens, moi, en tant que, pour moi, c'est des gens qui, c'est normal, ils travaillent pour leurs intérêts, c'est à nous d'arracher ce qu'on peut arracher. Hein. Donc, qu'est-ce qui a fait que les gens s'empêchent de réclamer? C'est pas le manque d'enthousiasme. On a cité ceux qui, dans les religions, ils sont capables de faire des guerres de religion. Hein. Ici, le prophète machin et le pasteur truc. Donc, pourquoi autant on peut s'engager dans ce secteur-là
Et quand il s'agit de défendre des droits qui sont inscrits, il a rappelé, c'est dans la Constitution. Pourquoi là-dessus, les gens ils ne sont pas aussi accrocheurs? Même les jeunes élèves qui réclament, on leur tape dessus, mais chaque année ils remettent ça, les congés anticipés. Mais pourquoi maintenant tout le monde n'arrive pas? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour, je sais pas, j'essaie de vous sensibiliser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque quoi, pour déclencher dans l'esprit des gens cette envie de s'engager? C'est déployé dans les églises, et puis on a l'impression qu'on ne peut plus critiquer les églises aujourd'hui, parce que si par exemple les églises font du bruit et m'empêchent de dormir le dimanche matin, ce qui était dans le cas, je n'ai pas le droit de dire quelque chose au risque de me faire traiter de mécréant, d'hérétique. Hein. Donc je pense que les églises aussi n'aident pas trop la société civile actuellement. Je ne parle pas de l'église institutionnelle en général, mais toute cette prolifération de l'église, à mon avis, représente quand même un danger potentiel pour la société. Ce que tu as dit au départ, c'était une contribution. Hein. Oui, voilà. Ouais, donc, il n'y a pas à réagir dessus. Lui aussi, c'était une contribution. Seulement, ce que je voudrais relever, c'est que le peuple n'est pas si passif que cela. Mais il y a une peur qui a été distillée dans le cœur des Ivoiriens. Ça grogne dans les maisons, ça grogne dans les maquis, mais on a peur de se lever pour assumer cela. C'est ce pas-là que les populations ont peur de franchir parce qu'on sait qu'il y a la répression en face, il y a la prison en face, et puis après, c'est pas évident que les gens viennent à votre secours. Là, par exemple, quand nous, on a lutté contre le 3e mandat, jusqu'aujourd'hui, nous, on a été libérés, nous qui avons lancé la contestation, parce qu'il y a eu beaucoup de communication sur nos cas. Mais il y a des personnes qui sont encore en prison à cause du 3e mandat, jusqu'aujourd'hui. Et ils sont délaissés pour compte, ils ne sont pas jugés, ils sont là-bas comme ça. Entre parenthèses, les détentions préventives prolongées, c'est un gros problème en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais c'est vraiment très pratiqué. Bon, est-ce que nous avons des associations partenaires? Je dirais non. Un peu. Parce qu'il n'y a pas vraiment de solidarité au niveau de la société civile. Ça aussi, c'est un problème. Il y a beaucoup qui viennent dans la société civile pour se faire entendre en espérant qu'on va les calmer en leur donnant des postes. Il y a beaucoup comme ça qui ont donné de la voix. Dès qu'on les a logés quelque part, c'est fini. Voilà. Donc, ça fait que pendant que vous luttez, il y a certains de la société civile qui vous combattent. Et ça ne rend pas le combat facile. Ça ne crée pas aussi la confiance entre les acteurs de la société civile. Néanmoins, on essaie de créer un petit réseau avec des organisations comme l'OIDH, comme Aube Nouvelle, qui viennent avec un nouvel esprit. Le préfet Toby, qui actuellement est sur le terrain pour sensibiliser. Donc, on essaie maintenant de tisser des partenariats, mais bon, ça n'a pas encore donné la force qu'on espère pour renforcer le mouvement. Est-ce qu'il y a une marge d'espoir? Sincèrement, le tableau est tellement sombre que c'est difficile, mais bon, on lutte parce qu'on croit quand même qu'il y a quelque chose, qu'il est possible de changer les choses. C'est pour cela d'ailleurs que on pense que la société civile doit s'investir davantage en politique. C'est pour ça aussi qu'il faut lutter pour que les conditions pour des élections transparentes soient effectives. Parce que nous pensons que c'est la lutte qui mérite d'être menée pour que le peuple se choisisse véritablement les dirigeants qu'il veut. Mais tant que les conditions des élections ne seront pas transparentes et que ceux qui sont au pouvoir trouveront toujours les moyens de se maintenir, le changement sera difficile puisque tout est question de volonté politique. Il n'y a rien qui ne dépende de la volonté politique. Donc si on a au pouvoir des personnes qui foulent aux pieds les lois, qui ne respectent rien, le changement ne sera pas pour demain la veille. Mais on doit continuer la lutte, on ne doit pas perdre espoir, on doit sensibiliser les jeunes,
on doit les délivrer de la facilité. Parce que comme il a dit tout à l'heure, quand en haut on ne donne pas l'exemple, l'incivisme là, il commence à la tête de l'État jusqu'en bas. Donc quand ceux-mêmes qui dirigent ne donnent pas l'exemple, ça n'encourage pas les jeunes à respecter les lois. Donc si on sensibilise les jeunes sur la nécessité de se ressaisir pour prendre en main leur destin, je pense que par la grâce de Dieu, on pourra... La prolifération des églises, bon, moi je pense que c'est quand même un peu par dépit que ces choses-là se font. Hein. Les gens sont dans la détresse, ils ont besoin de réconfort, ils vont dans les églises. Je sais qu'à Yopougon, à tous les carrefours, il y a une église. Hein. Et c'est vrai qu'elle fonctionne aussi dans un certain incivisme parce que quand même, c'est pas parce que vous voulez prier qu'il faut déranger la quiétude des autres. Mais tout ça, c'est lié à la gestion du pays en général. Nous sommes dans un pays où vraiment chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Quand on a les relations, on est libre de faire ce qu'on veut. Quand on n'a pas de relations, on est comment dire, sanctionné par la loi. Et ça aussi, c'est vraiment un problème. Mais bon, je pense que... Y a-t-il des individus neutres? Quelqu'un a demandé ça? Des institutions neutres? Non, non, ça on a déjà répondu. Il n'y a aucune institution qui soit neutre puisque c'est le chef de l'État qui nomme tout le monde. Donc il n'y a pas d'institution neutre. La seule institution sur laquelle on pouvait... Comment? Non, mais c'est tout comme il dit. Oui, on finance des campagnes. Est-ce que vous savez que quand les périodes électorales arrivent, il y a des personnes du pouvoir qui approchent des leaders communautaires pour financer leur campagne. Et une fois que vous êtes élu, on vous donne 100 millions pour vous rallier au RHDP. Du coup, il n'y a pas véritablement je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas, le Parlement, dans sa forme actuelle, n'est pas crédible. Alors là, pas du tout. Et même le Sénat, il y a une partie du Sénat qui est nommée par le président de la République. Donc vraiment, voilà, il n'y a pas d'institution qui soit neutre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et Claude, je voulais juste, à la suite de ce que Madame dit, je veux dire que le prolongement de l'action pour être plus efficace vers donc, la création peut-être d'un parti politique, vers l'engagement politique de la société civile. Bon. Maintenant, dans les autres pays que l'on a cité tout à l'heure, j'ai l'impression qu'après avoir obtenu en gros ce qu'ils veulent, les gens ils rentrent dans les rangs. Alors, moi j'entends dire qu'un chef, un leader de la société civile est devenu, voilà, il s'efface. Maintenant, parce qu'ils n'ont pas franchi le pas d'aller vers la politique. Ils sont entrés dans les rangs. Mais maintenant, ici, si on franchit le pas, on va du côté de la politique. Bon, ça m'amène aussi à dire, c'est vous qui l'avez dit, hein, que pour une campagne politique, il faut être financé. Vous, la vraie question c'est celle-là. Comment vous vivez, comment vous survivez, comment vous arrivez à faire? Vous avez un de sécurité, comment vous avez trouvé les moyens de faire? Puisque l'État ne vous subventionne pas. L'État subventionne les églises, je ne sais pas quoi, tous les trucs bidons. Donc, la société civile vit de quoi? Déjà, vous n'arrivez pas à mobiliser suffisamment de monde. Donc, c'est pire, après, si vous demandez les cotisations, je suis sûr que les gens ne vont rien du tout. Les cotisations ne vont pas. Voilà, donc, comment ça marche là? Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, il y a des financements pour la société civile qui ne sont pas gérés de façon transparente. Vous avez des organisations qui ont des fonds, avec l'AFD, avec le CDD et tout ça. Mais ce sont des financements qu'on cache à certaines organisations, oui, extérieures, qu'on cache à certaines organisations de la société civile. Donc, l'information sur les financements de la société civile ne circule pas de façon véritable. Ça, c'est d'un. Donc, il y a des organisations de la société civile qui bénéficient de gros financements, mais qui pilotent des projets qui n'ont pas de rapport avec ces changements institutionnels que nous désirons afin que la démocratie soit effective. Donc, il y a ça. Maintenant, nous autres, nous sommes des indésirables. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas nous financer.
Mais il y a des personnes qui comprennent notre combat, qui nous soutiennent. Là, par exemple, dans la foulée de mon emprisonnement, on m'a licencié. Ça veut dire que je n'ai plus de travail, mais comment je vis? Comment on mène nos activités quand les cotisations ne rentrent pas? Il y a, il faut le dire, des opérateurs économiques qui comprennent le combat, qui souhaitent qu'il aboutisse, qui dans l'ombre vous appellent et puis vous donnent les moyens de travailler. Sinon, on ne pourrait pas s'en sortir, sincèrement. On ne pourrait pas s'en sortir. Parce que les cotisations, on n'a pas la culture des cotisations. Et même quand vous travaillez dans ce domaine-là, un leader est un leader. Chez nous ici, le leader doit prendre en charge ceux avec qui il travaille. Donc, il y a des personnes qui ont vécu en Occident, qui savent le sens du bénévolat. Là, par exemple, mon directeur de sécurité, c'est quelqu'un qui était à l'extérieur, donc il sait ce que c'est. Là, il travaille vraiment de façon désintéressée. Mais il y a certaines personnes pour qui il faut payer les loyers, sinon il ne peut pas venir aux réunions. Même quand vous venez aux réunions, il faut payer le transport de ceux qui viennent. En tout cas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais heureusement, comme j'ai dit, là, il y a des personnes qui nous soutiennent. Bon, là maintenant, nous, avant mon incarcération, nous étions dans la réaction. Donc, c'était difficile de capter des financements. Parce que quand vous êtes dans la réaction, vous n'avez pas le temps de rédiger des projets, les soumettre aux bailleurs et tout ça. Mais bon, depuis que je suis revenue, on a commencé à écrire des projets, on a commencé à solliciter des bailleurs. Et je pense que notre travail porte parce qu'il y a certains bailleurs qui échangent avec nous, qui nous orientent sur la façon d'obtenir les financements dont ils disposent. Donc je pense qu'avec le temps, on va se stabiliser un peu, mais pour le moment, on fait avec les dons, avec les soutiens de... Voilà. Apprécier réellement, c'est qu'elle valent, hein? On n'a pas besoin du tout. Contrairement aux politiques qui font des meetings, et tout, ceux-là, dans leur secteur d'activité, on n'a pas de choses qui permettent de dire aujourd'hui, là, voilà comment on peut apprécier l'action des sociétés civiles en fait. Alors, non, ça n'existe pas. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'ils ne sont pas soutenus, bien que le soutien n'est pas visible. Non, dès qu'on aura une chose susceptible de quantifier l'action qui mène sur le terrain, en ce moment, on pourrait dire, ah, on l'a fait, voilà, ça a démontré que ça ne marche pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont, si vous voulez, l'avantage de ne pas avoir de situation qui permettent de les apprécier réellement. Sinon, de façon concrète, les gens chez elles apprécient l'action que les autorités civiles mènent sur le terrain. Les leaders font un travail exceptionnel, donc les gens apprécient à leur niveau. C'est ce que je voulais juste dire pour montrer que ce n'est pas aussi ce qu'on croit. Je veux ajouter nous en comprendre. Parce qu'on généralise tous notre société civile et on ne voit pas toute l'hétérogénéité, toute la diversité des actions sociales, des mouvements sociaux et de la réalité de la vie sociale qu'il y a derrière ce concept. On dit, et je pense que le concept, le mot de société civile est plutôt venu plomber l'atmosphère, venu plomber les mouvements de libération et l'émancipation. Alors, la plus belle... alors, on ne va pas faire un cours sur la notion de société civile. Il y a des bibliothèques remplies de littérature grise sur ces sujets-là. La définition la plus précise, la plus intéressante que j'ai trouvée, la société civile, c'est la vie sociale organisée selon ses propres logiques associatives. Donc, ne touchez à rien. Les gens s'organisent comme ils veulent. Et ça correspond à la construction d'un pays. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mouvements sociaux. Il n'y en a plus. Les syndicats se sont éteints. Il y a beaucoup d'associations de quartier, il y a beaucoup d'initiatives, même familiales, de quartier, locales. Et là, il y a tout un tissu. Il y a des entrepreneurs associatifs qui font un travail formidable. On en connaît au niveau du projet. Donc, je pense qu'il faut sortir de ce raisonnement facile qui vient dire la société civile est comme ça, la société civile est comme ça. Moi, je vois au niveau de mon boulot, quand il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant « je suis représentant de la société civile », j'ai mes warnings qui se mettent en route, je me dis « cette personne, c'est un escroc. Tu es porteur, tu as le mandat de ton association. Tu dois pouvoir dire quelle est l'association qui te porte. Si tu viens dire que tu es représentant de la société civile, bon, on l'écoute poliment, mais on sait qu'il va aller prendre le chemin des escrocs, il va aller chercher sa pitance où il faut.
Après, moi j'ai un petit bémol sur ce que tu dis, Pulchéry. Je pense qu'il y a une société civile, il y a des secteurs associatifs organisés. Après, est-ce qu'ils travaillent bien ou pas? Tu les connais, hein, la CSCI, la FEDOCI, il y a la LIDO qui est structurée, il y a pas mal de fêtières qui fonctionnent, des secteurs sectoriels. Une partie de la société civile qui est très structurée, le secteur associatif qui est très structuré en Côte d'Ivoire, ce sont les grandes filières agricoles. Ils ont du pouvoir, ces gens-là. Ce ne sont pas des entrepreneurs économiques, ce ne sont pas des politiques, ce sont des grandes filières agricoles. Alors, elles sont pour leur catégorie. Après, des acteurs de changement au niveau méta ou au niveau national, ça, on peut se poser la question. Je pense qu'il faut qu'on s'exerce à ne pas généraliser. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est qu'en t'écoutant, on voit bien qu'il y a un renouveau de militantisme quand tu expliques ce qui se passe au niveau des quartiers des Guerpilles, et ce sera ma question. Au niveau des quartiers des Guerpilles, quel poids vous avez pour induire du changement social? Quel poids vous avez? Quels sont vos instruments? À part mettre dans l'espace public. Quels sont vos instruments? La loi, le droit, la judiciarisation des luttes, le plaidoyer. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire en termes de changement social sur ce point précis des déguerpissements? Actuellement, nous sommes en train d'essayer de fédérer tous ceux qui ont déjà été victimes. Parce que depuis plusieurs années, il y a plusieurs groupes qu'on a déguerpis de façon abusive qui n'ont rien obtenu jusqu'aujourd'hui. Et ces populations-là sont des laissés pour compte. Donc, comme on a en face des gens qui font exprès, en fait, ils savent que c'est comme ça ils connaissent les procédures, ils connaissent les normes, mais ils les enfreignent de façon volontaire. Ça ne donne pas de place au plaidoyer. Parce qu'on fait une plaidoirie envers quelqu'un qui écoute. Voilà, mais quelqu'un qui use de violence de façon volontaire, personnellement, je ne crois pas que le plaidoyer puisse y faire quelque chose. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a décidé, c'est d'aller sur la voie judiciaire et puis aller aussi sur la voie des manifestations, même si on en connaît les conséquences. La voie judiciaire au niveau international, parce que notre justice ivoirienne n'est pas crédible, n'est pas suffisamment crédible pour donner un résultat. Les populations de Yopougon, Banco Nord, quand elles ont reçu les premières mises en demeure, elles ont porté plainte contre la mairie de Yopougon. Elles avaient rendez-vous à la justice le 11 octobre et le 6 octobre, la mairie est venue tout casser. Pour dire qu'on ne respecte pas la justice. La mairie aurait pu attendre au moins que la première audience ait lieu, voir comment les choses auraient évolué pour décider de faire ce qu'elle a fait. Donc on ne fait pas confiance en la justice ivoirienne. Donc moi j'ai l'intention de réunir tous ces groupes-là pour qu'on essaie de porter plainte au niveau de la CEDEAO ou de l'Union africaine. Là encore, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, hein, parce que quand ça les arrange, ils utilisent ces institutions-là. Quand ça ne les arrange pas, sans aucun scrupule, ils décident de se retirer de telle ou telle juridiction. C'est vraiment dommage. Mais déjà, nous manifestons. Il faut qu'on manifeste. Ils ont déjà détruit plusieurs milliers de familles. Et il y en a encore qui sont en attente. Donc voilà un peu, je suis obligée de dévoiler un peu ce qu'on a l'intention de faire. Mais moi, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on a affaire à des personnes qui font exprès. Bon, quand quelqu'un fait exprès, il vous oblige aussi à une forme de violence. Bien. Ben, c'est sur cette conclusion que l'on va conclure. Peut-être une dernière intervention et puis après on vous invite. Juste une observation par rapport à ce que tu disais. On a l'impression que l'État veut bien les laisser prospérer pour parler agriculture, parler je ne sais pas quoi, machin, mais pas toucher à la politique. C'est ça. Donc tu peux, pas aux intérêts politiques. Aux
la politique. Ils peuvent crier contre le coup du cacao ou je sais pas, les machins chouettes, mais ça, même les déguerpissements, on peut les laisser faire. C'est toujours un petit truc, j'étais comme ça, même si c'était oui. Mais dès qu'elle va manifester contre un mandat, je sais pas, quelque chose comme ça, hop là, c'est ça. De toute façon, on va essayer et puis on verra bien. Bien. En te remerciant. Merci. Nous allons conclure par info, notamment pour les services publics ivoiriens. Alors je dis que tu étais au Bénin jusqu'à ce que tu dois licencier. Et tu avais été licencié parce que tu avais été mis en prison, incarcéré. Merci. Juste au lendemain des dernières élections, il y a un peu plus d'1 an. Oui, en août. Tu avais porté la voix, tu as milité contre le 3e mandat. Au titre de la société civile, tu avais fait du bruit sur ces choses-là. Et donc tu as été incarcéré à la Maca pendant 4 mois, 5 mois. Non, 8 mois et demi. 8 mois et demi. 8 mois et demi. Pour vous dire, les enjeux démocratiques en Côte d'Ivoire sont là. Mais bon, c'est pas à ce titre que tu es là ici ce soir, même si c'est quand même un point marquant. En ce moment, tu défrais la chronique aussi pour 2 sujets. Un sujet qui est peut-être plus consensuel parce que tu as organisé au titre de ton association une grande réunion au Radisson Blu avec les principaux partis politiques et des représentants des principaux partis politiques sur la question de la réconciliation, quelles seraient les conditions de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et puis en ce moment, on en a même parlé sur RFI hier, sur la question des déguerpissements en zone 4 et à Yopougon. Un peu partout. Un peu partout sur les conditions de ces déguerpissements. Voilà un peu la personne. Je te présenterai plus précisément après. Donc, comme tout café du monde, on procède de la manière suivante. Tu fais un petit exposé, un petit propos introductif, et après on rentre en discussion avec les participants de la salle. D'accord. Donc on va